Écoutez, je pense qu'on va pouvoir commencer, juste le temps que j'introduise rapidement, ça fera arriver les autres. Alors, tout d'abord, bonjour et merci à tous, d'être là pour ce webinaire, sur les énergies renouvelables. Donc, avec un focus sur les opportunités qui peuvent être mises en avant pour les exploitations agricoles et dont on sait qu'elles sont nombreuses et intéressantes, en particulier au regard de la loi sur la transition énergétique qui prévoit l'accélération du développement des énergies renouvelables pour atteindre 40% de la production d'ici à 2030. Donc, le projet ENR2 qui va vous être présenté par François Gervais de l'Institut de l'élevage et Sophie Carton d'AgroParisTech. Il avait pour objectif de mettre au point un outil d'aide à la décision à destination des éleveurs pour les renseigner sur la faisabilité et la pertinence des différentes opportunités de production d'énergie renouvelable à la ferme. Donc, c'était un projet qui était cofinancé par le CNIEL et qui s'inscrit parfaitement dans sa démarche de responsabilité sociétale qui s'appuie sur 4 axes de performance et en particulier un axe de performance de production responsable sur lequel des engagements chiffrés ont été pris à la fois sur le bien-être animal, mais aussi sur l'amélioration du bilan carbone de la filière laitière. Et ça se traduit notamment au niveau de l'amont par le déploiement de fermes laitières bas carbone. Donc, un projet sur les énergies renouvelables à la ferme était complètement cohérent avec cet axe de performance. Donc, ce webinaire il sera découpé en 3 parties. La première partie où François Gervais vous présentera directement en naviguant sur le site web comment fonctionne l'outil qui a été développé ENR2. Il poursuivra ensuite pour vous présenter comment la petite méthanisation a été suivie et, au niveau de Grignon. Et enfin, Sophie vous présentera les modélisations qui ont été faites pour montrer l'intérêt de la méthanisation agricole. Donc, juste pour préciser, à chaque fin de partie, il y aura un petit temps pour des questions, mais n'hésitez pas à poser vos questions tout au long de la présentation dans le chat, par exemple. On pourra reprendre les questions à la fin et vous aurez aussi le droit de prendre vous aurez aussi la possibilité de prendre la parole après chaque intervention pour poser vos questions. Donc vraiment, n'hésitez pas. Et donc, je précise juste aussi que ce webinaire est enregistré et qui sera donc disponible en replay ensuite. Du coup, j'arrête le partage. François, si tu veux passer à ta partie. Pas de problème. Quand tu l'es. Alors, normalement, ça devrait fonctionner. Ouais, nickel. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, c'est François Gervais. Donc, je travaille à l'Institut de l'élevage depuis un peu plus de 7 ans maintenant sur des problématiques autour de la production d'énergie renouvelable en élevage de ruminants, avec une spécialisation, on va dire, sur les unités de méthanisation à l'échelle d'une exploitation. Donc, ça fera l'objet notamment de discussions lors de ce webinaire. Donc, je suis basé à côté d'Angers et aujourd'hui, je vais vous parler des résultats d'un projet qu'on a mené il y a 2-3 ans maintenant. Donc, comme l'a dit Mathilde, un financement CNE et CNIEL et avec un large partenariat dont AgroParisTech et Sophie Carton qui est présente également. Alors pour ce qui est de la première partie, je vais vous présenter un outil et du coup là, j'ai fait le choix de pas vous projeter un diapo puisque, il me semble que pour, découvrir un outil, le meilleur moyen, c'est vraiment de naviguer directement, dessus. Donc voilà, pendant une petite demi-heure, on va naviguer sur l'outil et puis je vais vous présenter un petit peu en quoi il consiste, quels étaient les objectifs et ce qu'on peut, y trouver. Donc l'outil ENR2, il est disponible sur le site de l'Institut de l'élevage. Donc vous avez la page d'accueil du site sous les yeux. Et donc tout simplement pour le retrouver, vous allez dans l'onglet Outils. Voilà, la connexion est bonne. Et donc en descendant, vous allez rapidement arriver sur cet outil. Voilà, à gauche de l'écran, aide à la réflexion sur la production d'énergie renouvelable sur l'exploitation d'élevage. Donc quand on clique dessus, vous verrez de manière assez simple, on va arriver sur une première page d'accueil qui présente un petit peu les contours de l'outil et ses objectifs.
Donc en fait, ENR2, c'est un outil qui est vraiment à destination des éleveurs, c'est le public cible, de ruminants qui souhaiteraient produire de l'énergie renouvelable sur leur exploitation, soit dans un objectif de revendre l'énergie qui est produite, ou alors dans un objectif d'autoconsommation sur leur exploitation. Et donc cet outil, c'est vraiment, plus qu'un outil d'aide à la décision, c'est un outil de réflexion qui permet à un éleveur ou des éleveurs qui auraient en tête, la mise en place d'un équipement pour produire de l'énergie, de, se poser les bonnes questions. Donc là, on se situe plutôt vraiment en amont, bien en amont d'un projet de mise en place d'un équipement pour produire de l'énergie renouvelable. Donc cet outil, il aborde 4 filières d'énergie, principales, donc la filière bois énergie, la filière méthanisation, le solaire photovoltaïque, qu'il soit, dans un objectif de revente totale de l'électricité qui est produite ou alors d'autoconsommation de tout ou partie, puisqu'on verra que ça c'est une possibilité, qu'on ne voyait pas il y a quelques années et qui tente à se développer. Et puis enfin, on a la filière, de production de chaleur via des installations de solaire, thermique. Donc l'idée, c'était, d'avoir un outil qui soit relativement simple d'utilisation et qui ne prenne pas beaucoup de temps à l'éleveur pour avoir un premier avis sur la pertinence ou non de produire de l'électricité sur son de l'énergie, pardon, sur son exploitation. Donc vous verrez, on va le parcourir ensemble. À chaque fois, l'éleveur devra répondre à quelques questions, 4, 5, 6 questions maximum et in fine, il aura, un premier avis sur, cette possibilité qu'il a sur son exploitation par rapport aux informations qu'il a renseignées, de produire de l'énergie. Donc voilà un petit peu la page d'accueil. Donc vous retrouvez, en bas, bien évidemment les 2 financeurs du projet, le CNEL et la CNE. Et puis je vous parlais d'un partenariat, large. Donc on a quelques chambres d'agriculture qui ont participé au projet. On a également, 2 lycées agricoles, dont, celui d'Aurillac. Le deuxième donc c'est le lycée, de la Côte-Saint-André, dans le sud-est de la France. Et puis, l'ADEME et Grignon Énergie Positive. Donc quand on clique sur commencer votre évaluation, on va arriver en fait sur un deuxième écran, qu'on a voulu, là aussi, assez simple et surtout l'entrée qu'on a choisie pour cet outil, ça va être vraiment les besoins et les aspirations de l'éleveur pour son exploitation. Donc vous voyez, il y a 3 possibilités. En fait, quand on produit de l'énergie, c'est, voilà, on a un éleveur, une exploitation qui a des besoins en chauffage relativement conséquents, soit pour chauffer un bâtiment, soit pour produire de l'eau chaude, pour l'alimentation des animaux, par exemple. Donc ça, c'est une première possibilité qui s'offre, à l'éleveur. On a, le cas de figure d'une exploitation qui souhaiterait mettre en place une installation pour produire et vendre l'électricité verte. Et enfin, pardon, c'était à droite. Et enfin, des exploitations qui souhaitent produire de l'énergie pour l'autoconsommer sur place. Donc là, on parle d'autoconsommation d'électricité. Donc on a les 3 cas de figure. Vous voyez qu'on l'a illustré à chaque fois par un petit pictogramme qui permet, peut-être de mieux visualiser, et conceptualiser, les choses. Donc vous le verrez à travers l'outil, on a, quelques messages de temps en temps qui permettent de soit préciser les choses, soit d'alerter un petit peu l'utilisateur. Donc là, en l'occurrence, voilà, on souhaitait mettre en avant le fait qu'avant d'entamer une réflexion pour produire de l'énergie renouvelable sur l'exploitation, il était indispensable, en amont, déjà de réduire ses consommations directes et indirectes et éventuellement faire un diagnostic de ces consommations, pour déjà travailler, sur ce point avant de vouloir, en produire. Donc bah, c'est parti, je vous propose de balayer un petit peu les 3 possibilités. On va commencer par celle de gauche. Un éleveur qui souhaiterait, chauffer un bâtiment ou produire de l'eau chaude sur son exploitation. Donc quand on clique dessus, on arrive de la même manière sur les différentes solutions en lien avec les 4 filières d'énergie, que je vous ai présentées, juste avant. Les différentes solutions qui permettent aujourd'hui, à, une exploitation de produire de la chaleur, pour son fonctionnement. Donc on a, le solaire thermique
donc le bois énergie et la méthanisation en cogénération ou passive. On verra pourquoi dans l'outil et à ce niveau-là, on ne parle pas de méthanisation en injection. Donc vous le voyez, devant chaque solution de production d'énergie, on a voulu mettre une petite définition relativement courte. Donc on n'a pas inventé, hein, on est allé la récupérer dans des documents déjà existants. Mais au moins, voilà, ça permet de cadrer un petit peu les choses et de préciser ce qu'on entend par solaire thermique, bois énergie et méthanisation en cogénération ou passive. Donc un premier exemple, par exemple, si on clique sur bois énergie, on va pas forcément tout détailler, mais ça vous permet de voir un petit peu comment se structure la page du bois énergie lorsqu'un éleveur souhaite produire de l'énergie sous forme de chaleur pour son exploitation. Donc en fait, cette page-là, j'espère que c'est suffisamment gros pour vous. Ça va me permettre de vous présenter un petit peu l'architecture de l'outil puisque quelle que soit la solution vers laquelle on navigue et on souhaite aller, on va avoir la même organisation. Donc on remet la solution en question, éventuellement un petit texte qui précise ou qui alerte sur cette solution. Donc là, on nous dit que le chaudière bois plaquette n'est pas une solution adaptée pour une utilisation de bois très ponctuelle, par exemple pour sécher des fourrages ou des céréales. Et puis après, on a éventuellement quelques équivalences énergétiques, quelques références techniques qui apparaissent. Donc c'est l'objet du premier tableau qui est ici. Donc là, on a des équivalences énergétiques par rapport à la quantité de fuel, ce que ça peut représenter en kilowatts, etc. Et ensuite, on a les fameuses questions auxquelles l'utilisateur, et donc en l'occurrence l'éleveur, doit répondre lorsqu'il parcourt l'outil. Vous voyez, je vous ai parlé de 3, 4, 5, 6 questions. Là, on en a une, tout simplement parce que pour qu'une deuxième question s'affiche, il faut répondre à la première. Vous voyez, quand je réponds aléatoirement à la première question, on a une question suivante qui s'affiche et ça va permettre de progresser petit à petit jusqu'à avoir un premier avis. Donc ce qui est important de savoir, c'est peut-être comment ont été choisies ces questions. Donc en fait, ces questions, elles n'ont pas été choisies au hasard, hein, vous l'aurez compris, elles sont vraiment très ciblées et elles permettent, excusez-moi, à chaque fois à l'éleveur de réfléchir sur, bah, pourquoi on me pose cette question? Ah oui, c'est un facteur qui peut être important pour la suite et cetera, et donc ces questions, elles ont été déterminées, à partir d'un certain nombre de retours d'expérience qu'on a pu avoir, et qui ont été, rendus possibles par la réalisation d'enquêtes. Donc ces enquêtes-là ont été réalisées par les étudiants des 2 lycées agricoles dont je vous parlais, en début de ma présentation, donc le lycée agricole d'Aurillac et de la Côte-Saint-André. Donc il y a eu une quarantaine d'enquêtes qui ont été réalisées, et qui ont permis, en fait, d'avoir un retour d'expérience d'éleveurs, qui, produisaient déjà de l'énergie sur leur exploitation, donc bois énergie, solaire, photovoltaïque ou thermique, méthanisation, et donc on les a interrogés un petit peu sur, bah, un peu toutes les étapes, que ce soit la phase de réflexion en amont qui nous intéresse ici, mais aussi la phase de réalisation de travaux, et donc on a voulu savoir un petit peu, selon eux, quelles avaient été les étapes clés, sur, qui ils s'étaient entourés, quelles, avaient été leurs questions, leurs difficultés et cetera, et donc tous ces retours d'expérience, qu'on a pu, avoir, nous ont permis de cibler après un certain nombre de questions qui nous semblaient importantes et qui ressortaient, assez souvent. Donc je ne vais pas aller plus loin par rapport à ces questions. On va détailler un exemple juste après, mais tout simplement pour terminer, vous voyez que systématiquement, en bas de page, on a voulu mettre en avant un certain nombre de ressources, existantes. Donc on a essayé, de mettre en avant des résultats d'études, des références technico-économiques, assez récentes,
et qui nous semblait vraiment intéressante, complète, et surtout qui pouvait apporter une aide, on va dire, pour l'utilisateur. Donc on a des références techniques, des références économiques, des fiches, voilà, qui renvoient à différentes sources, pardon, et également un document, juste ici, qu'on remet à chaque fois, de contact clé, qui est mis à jour et sur lequel on retrouve, tous les contacts des différents conseillers énergie des chambres d'agriculture au niveau national, ainsi que, les, contacts, sur ces thématiques au niveau de l'ADEME. Voilà. Donc ça, c'est vraiment des documents ressources qu'on souhaitait mettre en avant et mettre à disposition des utilisateurs. Donc si on revient un petit peu pour voir un autre exemple. Maintenant, si on va sur, le besoin de produire, sa propre électricité, donc de la même manière, si on clique dessus, et ben, aujourd'hui, la solution qui apparaît, c'est le solaire photovoltaïque avec une autoconsommation, qui peut être totale ou, partielle, et dans ce cas, on va avoir un raccordement au réseau pour la vente du surplus. Donc de la même manière, on a une définition qui est indiquée et puis là, donc c'est ici où on va répondre, aux questions pour vous montrer un petit peu, ce que ça donne. Donc première question, quel est le profil de votre consommation? Donc on demande, à l'éleveur si la consommation de son exploitation est régulière sur la journée ou sur l'année, ou si alors on est plutôt sur une consommation très variable. Vous doutez bien qu'en fonction de la réponse à cette question, on va, avoir un impact, différent sur la réponse donnée. Ensuite, on demande, des informations sur, bah, la consommation électrique annuelle, avec un seuil là aussi qui n'a pas été choisi au hasard, hein, qui a été, mis en avant, par les experts, conseillers énergie du réseau des chambres d'agriculture et qui a été confirmé par les retours d'expérience qu'on a pu avoir, sur les exploitations qui ont mis en place ce type d'installation. Donc si on clique sur supérieur à 30 000 kWh par an, on a une troisième question qui apparaît, donc cette consommation intègre-t-elle du chauffage et de l'eau chaude? Donc on peut répondre oui et voilà, en fonction des réponses aux questions, des fois on a des petits messages qui apparaissent. Donc là, on dit à l'éleveur que, bah, éventuellement, il peut, par rapport aux 3 questions heu, auquel il vient de répondre. Il peut également aller, se renseigner sur la filière chaudière biomasse, ou chauffe-eau solaire puisque ça peut éventuellement être pertinent, par rapport, aux réponses qu'il a données. Ensuite, on a, des questions, qui peuvent être, aussi liées au tarif d'achat d'électricité, voilà, avec des seuils, différents, supérieurs à 12 centimes, du kilowatt, entre 10 et 12 et inférieur à 10. Et puis une dernière question sur les perspectives éventuellement d'évolution de l'exploitation, qui pourrait amener à une augmentation de la consommation annuelle d'électricité. Puisque quand on a un projet, de production d'énergie sur une exploitation, c'est des investissements qu'on va faire sur, pas mal d'années, 10, 15, 20 ans, et donc c'est toujours intéressant d'avoir une vision de l'évolution de la structure sur ce pas de temps. Et puis, du coup, après avoir répondu donc là aux 5 questions, on a un avis. Heu, donc l'avis, ça va être trois possibilités en fait dans l'outil. Soit, tous les voyants sont au vert et donc là, avec, le groupe de travail, on a jugé que, bah oui, cette solution, a toutes les chances de réussir sur l'exploitation, sur votre exploitation. Donc, tous les voyants sont au vert pour poursuivre la réflexion et puis prendre contact avec un conseiller énergie pour aller plus loin. Deuxième cas de figure et c'est celui qui s'affiche ici sur l'écran, c'est que cette solution n'est pas forcément la plus adaptée à vos besoins, hein. Vous avez vu par rapport à ce qui a été répondu, il y a une alerte sur, bah, voilà, il y a peut-être d'autres solutions plus pertinentes qui existent. Là, en l'occurrence, la chaudière biomasse ou le chauffe-eau solaire et donc on invite l'utilisateur à contacter son conseiller énergie pour aller plus loin et pour lever éventuellement un certain nombre de freins, répondre à des questions complémentaires
pour mieux orienter le projet. Et puis on a, donc elles sont assez rares, mais on a aussi des situations rouges, pour lesquelles, 99 on est sûr que la solution n'est pas adaptée par rapport aux réponses aux quelques questions, qui ont été données par l'utilisateur. Donc 3 niveaux, de réponse, 3 niveaux d'avis et donc ça permet, voilà, de façon très rapide, à un éleveur, d'avoir un premier signal sur la pertinence ou pas, qu'il aurait à produire ce type d'énergie sur son exploitation. Donc si on revient, sur, le 2e écran sur les besoins, on peut aller sur le dernier, donc qui correspond aux solutions qui permettent de produire et de vendre son électricité. Donc aujourd'hui, donc on a 2 possibilités. Donc du moins 2 possibilités qui sont, balayées par cet outil. La méthanisation en cogénération et le photovoltaïque en vente totale. Donc on va voir les 2 pour la fin de cette première partie. Donc au niveau des projets de méthanisation, on a voulu se focaliser, pour cet outil sur des projets individuels, vraiment à l'échelle d'une exploitation agricole et donc c'est pour ça que dans le petit texte que vous voyez au début, on vous indique que les installations de méthanisation en injection ne sont pas ici abordées, puisqu'on a considéré que, sur ce type d'installation, on était, voilà, sur des tailles de projets, sur une échelle qui va au-delà, on va dire, de l'échelle d'exploitation, que ce soit, pour la disponibilité des intrants et de la même manière, tous les projets collectifs ne sont pas intégrés dans cet outil. Voilà, on reste vraiment à l'échelle d'une exploitation et c'est pour ça qu'on a voulu, aborder seulement la méthanisation en cogénération et la méthanisation psychrophile. Et on a également des messages qui, permettent de préciser que voilà, un projet de méthanisation, vous le savez, c'est plusieurs années, hein, en amont pour mûrir le projet et le construire. Et donc avant de se lancer, dans ce type de projet, c'est indispensable déjà d'aller voir des unités en fonctionnement, de se former, et essayer d'avoir une vision la plus complète possible de ce qu'engendre et ce type de projet et quels sont les impacts sur une exploitation. Donc après de la même manière, on a un certain nombre, de questions, et donc par exemple, si vous répondez non à la première, avez-vous du temps à consacrer pour le développement du projet? Donc toute la partie amont, montage du projet, les différentes réunions et cetera. Vous voyez que si l'éleveur répond non, tout de suite c'est bloquant et on a considéré que cette solution n'est pas adaptée à vos besoins. Tout simplement, parce que, on considère qu'un des premiers facteurs de réussite d'un projet de méthanisation, au-delà des aspects techniques, économiques et cetera, c'est vraiment l'investissement de départ du ou des éleveurs dans le projet. Donc s'il répond oui, on poursuit et là, on a un peu le même type de question, mais cette fois-ci sur le temps à consacrer une fois que l'unité de méthanisation est en fonctionnement. Là, on pourrait penser que si l'éleveur répond non, c'est également bloquant, mais en fait non, puisque, aujourd'hui, c'est avez-vous du temps à consacrer pour l'exploitation de l'installation de méthanisation? S'il répond non, peut-être qu'il a en tête le fait de créer un emploi, d'avoir un salarié, qui serait dédié, pour cette, installation. Et vous voyez que, sur, les questions, on peut avoir des petits points d'interrogation qui permettent en fait d'avoir des informations complémentaires, de préciser un petit peu les questions et voilà, d'apporter, du contenu supplémentaire. Là, une question intéressante: de quelle matière disposez-vous? Quand on a des questions où on parle chiffres, que ce soit tonnage d'intrants, tarif d'achat de l'électricité, potentiel de productible d'électricité pour les équipements, de panneaux solaires, c'est pas forcément, facile d'avoir l'information là, comme ça, au moment où on répond aux questions. Mais comme on a voulu, avoir un outil simple d'utilisation et relativement rapide, on a, dès que possible, adossé des petites aides,
alors souvent sous forme de petits tableurs Excel qui permettent à l'utilisateur en fait d'évaluer ici pour cette question le potentiel de production de méthane lié aux différents intrants qu'il a. Donc voilà, ça lui permet d'avoir des petits calculateurs très simples qui lui permettent de répondre à ces questions. Et puis, parce que je vois que le temps passe, mais on va rester dans les temps. Hem, si on regarde, alors attendez, on va revenir à l'écran. Donc la dernière possibilité, qui s'offre à, un éleveur qui souhaiterait, produire de l'énergie pour la revendre, donc c'est le solaire photovoltaïque en vente totale. Et donc là, je vous parlais des petits calculateurs, des petits outils d'aide qui lui permettent de répondre aux questions. Bah, là, typiquement, sur la première question liée à la production potentielle annuelle en kilowattheure par kilowatt crête, voilà, un éleveur qui commence à réfléchir à un tel sujet, il n'a pas forcément l'information, il ne sait pas forcément de quoi on parle. Donc à la fois, il a, le petit point d'interrogation qui lui permet d'avoir une explication sur ce qu'on lui demande et puis on a également, un petit, outil Excel qui lui permet, de savoir, quoi répondre. Donc là, si, voilà, on va se placer dans la situation la plus, propice, hein, pour vous montrer, quand les voyants sont ouverts, ce que ça donne. On va être sur du bâtiment neuf, sur, une installation, importante, avec une distance au transformateur, qui est relativement faible. Donc là, typiquement, en cas de question, on est en mesure de dire à l'utilisateur que oui, sur son exploitation, mettre en place des panneaux solaires photovoltaïques, a priori, ça va fonctionner. Voilà. Et donc, comme je vous le disais, on retrouve les différentes ressources mises à disposition de l'utilisateur: cartographie des réseaux d'électricité, l'évaluation de la performance d'une centrale photovoltaïque, des informations sur des documents qui proviennent des associations existantes, un certain nombre de ressources technico-économiques, voilà, en provenance des chambres, de l'ADEME, et cetera. Et puis toujours le fameux fichier PDF avec les différents contacts, les différentes ressources vers qui l'utilisateur peut se tourner. Voilà. Voilà un petit peu pour ce qui est de la présentation de cet outil. Ce que je vous propose maintenant, c'est peut-être de répondre à vos questions avant de passer à la deuxième partie. Oui, merci beaucoup François pour cette présentation d'outils qui effectivement, de cette manière, permet de vraiment bien rentrer dans l'outil et de voir comment il fonctionne. Alors je sais pas, j'ai pas vu de questions sur le chat pour l'instant. Est-ce que certains souhaitent s'exprimer, prendre la parole pour faire des commentaires ou pour poser des questions? N'hésitez pas. Pas de réaction pour l'instant. Si, excusez-moi, j'ai une Oui. question. Jean-Philippe Priarolo du groupe Terrena, en Loire-Atlantique. Est-ce que cet outil est utilisé aujourd'hui par des techniciens? Alors, alors cet outil, il est utilisé, puisque, alors je ne suis pas allé voir, pour ce mois-ci, le niveau d'utilisation, en tout cas le visionnage, on va dire, de l'outil sur le site IDEL. Mais en tout cas, la dernière fois que je suis allé, regarder les chiffres, donc c'était, si je ne dis pas de bêtises, fin janvier. Et donc on avait des niveaux, de visualisation, du site, qui étaient, assez intéressants. Je sais que c'est surtout un site qui est utilisé par, des éleveurs. On a fait la promotion à l'époque, donc à la fin du projet, dans ce sens. Donc déjà on l'a fait, on l'a diffusé dans le réseau des conseillers énergie des chambres d'agriculture. Donc ça, c'est un outil, qu'ils ont a priori en connaissance. En tout cas, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et du coup, c'est un outil qui est utilisé. Alors après, sur le site IDEL, on ne peut pas forcément,
avoir l'information du type d'utilisateur, à savoir si on est vraiment sur des éleveurs ou sur des techniciens, sur des ingénieurs, etc. Mais en tout cas, nous, la cible qu'on a voulu mettre en avant, c'est celle-là. Sur les techniciens, moi, j'ai quelques collègues avec qui je travaille, dans le cadre d'autres projets et qui sont amenés à l'utiliser, de temps en temps pour des cas particuliers et en tout cas, le mettre à disposition, des éleveurs, qu'ils peuvent suivre. Je ne sais pas si ça répond, complètement à votre question? Si, merci, oui. Alors, il y a une main levée aussi, Laurent qui souhaite s'exprimer. Ouais, donc bonjour, Laurent Laraillet pour le groupe Altitude à Aurillac. J'avais juste une Bonjour. remarque sur le photovoltaïque. Là, vous vous arrêtez à 99 kW crête, j'ai vu sur les bâtiments. Bon, parce Oui. que jusque-là, c'était 100 kg, mais maintenant, Oui. ça a évolué. Oui. Peut-être le changer aussi, là. Très bonne remarque. C'est vrai que du coup, à l'époque où cet outil, a été fait, donc il y a déjà 2 ans maintenant, 2 ans et demi, on n'était pas encore, sur la nouvelle, réglementation. Et donc effectivement, ça c'est quelque chose qu'on a en tête de mettre à jour, ce niveau-là. Donc ce sera fait, courant 2022. Ainsi que sur les tarifs en Oui, autoconsommation, enfin en vente de surplus, quoi, qui sont oui, quand même beaucoup plus oui, oui. intéressants qu'ils En ne fait, l'étaient. on essaye, heu, de faire remonter un certain nombre de références qui peuvent évoluer, de réglementations qui peuvent évoluer et on va dire qu'une fois par an, on va faire en sorte de mettre à jour, les informations de l'outil par rapport à tout ce qui nous a été remonté. Donc ça vaut pour, le fameux fichier avec les différents contacts puisque, voilà, on sait tous que ça peut être amené à bouger. Ça vaut pour, les tarifs de rachat, ça vaut pour, les différents seuils qu'on a pu mettre et cetera. Voilà, ça c'est des choses qui sont pas compliquées à changer, et donc il est assez simple de faire donc c'est prévu d'être fait, effectivement. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant de passer à la suite? Alors, j'en avais peut-être une, petite. C'était, on sait que mettre en place ce type de dispositif, c'est un coût quand même, financier, enfin un investissement assez important. Est-ce que dans les ressources, on peut trouver, notamment des liens vers, des aides régionales qui pourraient exister pour la mise en place de ce type d'installation sur son exploitation? Ou est-ce que c'est directement à voir avec son conseiller énergie? Ouais, alors sur les éléments, économiques, en fait, on n'a pas souhaité avec cet outil, remplacer le travail d'un conseiller énergie, très clairement, c'est pas l'objectif. Et du coup sur, cet outil, ne permet pas de faire une étude, une préétude économique, pour un projet, voilà, de chaudière, de photovoltaïque, de méthanisation, et cetera, loin de là. Et donc sur les éléments économiques, on a dans les références, qu'on a voulu mettre en avant, un certain nombre de choses, sur des références économiques, technico-économiques qui existent. Mais pour, aller plus loin et vraiment pour dimensionner un projet, là, très clairement, on indique, noir sur blanc, qu'il faut se tourner vers le conseiller énergie, des champs d'agriculture ou autres, hein, mais en tout cas vers une structure pour pouvoir, être accompagné et poursuivre la réflexion. Et deuxième élément de réponse sur les aides, les éventuelles subventions, heu, ça on n'en parle pas, puisque ça change tout le temps. Ça change tout le temps et on souhaite plutôt, garder du temps pour mettre à jour, des éléments comme ça a pu être soulevé juste avant, savoir les seuils, les tarifs de rachat et cetera, plutôt que sur, ce type d'éléments qui, déjà changent tous les ans et sont vraiment, en général, propres à une région. Ouais. Donc voilà, ce serait trop compliqué, donc ça, c'est pas des éléments qu'on a intégrés. OK.
Alors, je vois pas d'autres questions. Si c'est bien le cas, je vous propose de passer à la deuxième partie et même à la deuxième partie de ce webinaire qui sera plus focalisée sur la méthanisation. Et donc, François, je te laisse de nouveau la parole et l'accès au partage. Ça marche. Alors, deuxième partie. Donc là, vous aurez le droit à un diaporama, cette fois-ci. En fait, dans le cadre de ce projet ENR2, il y avait plusieurs niveaux. Donc, le premier, c'était la construction d'un outil de réflexion pour les éleveurs. Voilà, je vous l'ai présenté, vous en avez connaissance. Et un des deuxièmes objectifs de cet outil, de ce projet, pardon, c'était de créer des références technico-économiques sur la méthanisation et notamment la méthanisation à l'échelle d'une exploitation. Donc ce qu'on appelait jusqu'alors la petite méthanisation, mais j'aime de moins en moins ce terme, puisque, et c'est une remarque qu'on a pu me faire, il n'y a pas finalement de petits projets, hein. On est à chaque fois sur des projets assez conséquents, hein, avec des investissements derrière, etc. Et donc on parle maintenant plutôt d'unités de méthanisation à l'échelle d'une exploitation. La barre qu'on s'est fixée, c'est sur des installations qui ont une puissance inférieure à 100 kW électriques. Et donc dans le cadre de ce projet, on a équipé complètement 2 installations en fonctionnement. Donc vous le verrez, de différents capteurs, de systèmes d'acquisition de données pour suivre leur fonctionnement sur une année complète, ou quasiment une année complète. Donc on était sur 2 modèles différents, puisqu'on était sur une installation de méthanisation en cogénération de 50 kW électriques dans un élevage en Indre-et-Loire, en vache laitière. Donc je n'en parlerai pas aujourd'hui puisque du coup on a choisi de faire un focus plutôt sur la deuxième installation qui est le nénuphar qui est installé sur la ferme de Paris-Grignon. Donc qui est là du coup une installation de méthanisation en conditions psychrophiles, donc avec un fonctionnement à température ambiante. J'y reviendrai juste après. Et du coup, un des objectifs en fait de ces suivis, c'était de montrer que, bah oui, ça fonctionne. Alors peut-être pas au même niveau que des modèles de méthanisation avec des puissances, plus importantes, que ce soit en cogénération, mais aussi en injection, et en collectif. Mais on verra aussi qu'on n'est pas forcément sur les mêmes objectifs quand on met en place ce type d'unité de méthanisation sur une exploitation. Donc voilà, ça c'était un des éléments clés, c'était de capitaliser un petit peu sur le fonctionnement de 2 modèles d'unités de méthanisation à l'échelle d'une exploitation qui soient différents. Et donc c'est ce qu'on a fait à travers ce projet. Donc je vais aller assez vite puisque j'ai un quart d'heure, un petit peu moins maintenant, pour vous présenter ça. Donc je fais un focus sur le nénuphar de Grignon. Donc je vous ai parlé des objectifs du projet, donc capitaliser l'expérience, donc là, à la ferme expérimentale de Grignon. Réaliser un suivi pour démontrer que ça fonctionne, et pour apporter des nouveaux éléments par rapport aux premières études qui avaient été faites, notamment par l'ADEME en 2016, si je me souviens bien, où bah, effectivement, on était sur un suivi des premières installations à cette échelle en fonctionnement et bah, comme toutes premières installations, il y a des couacs, c'est pas forcément complètement au point. Il y a des améliorations à faire, que ce soit au niveau de la technologie, ou au niveau du dimensionnement initial. Et donc effectivement, les premières conclusions sur ce type d'installation, c'était de dire que, bah, et techniquement et économiquement, c'était pas forcément, pertinent d'aller vers ces modèles-là. Donc on a essayé et on a, je pense, plutôt réussi à montrer le contraire et en tout cas, ces dernières années, on va plutôt, enfin, la vision, on va dire, de ces modèles à l'échelle d'une exploitation et donc à ces niveaux de puissance, est en train de changer, c'est plutôt bien. Donc très rapidement, l'installation à Paris-Grignon, et Sophie, tu pourrais m'interrompre si je dis des bêtises, mais si mes souvenirs sont bons et donc on est sur
du lisier qui est stocké à la fois sous les animaux, donc dans une stabulation vache laitière avec des caillebotis, et dans une fosse qui provient d'un deuxième bâtiment avec une partie air paillé avec un couloir raclé. Et donc ces lisiers qui proviennent des différentes fosses de stockage sous les animaux sont envoyés vers une fosse à lisier sur lequel est installée la couverture nénuphar, auxquels sont ajoutés tous les lactosérums qui proviennent de la fromagerie et les eaux blanches, eaux vertes de la partie traite. Donc on est sur de la méthanisation, je vous l'ai dit, à température ambiante, ce qu'on appelle en conditions psychrophiles. Et donc le biogaz qui est produit, il est envoyé vers une chaudière où il est brûlé. Et donc la chaleur qui en ressort permet de produire de l'eau chaude qui est utilisée pour l'atelier de transformation. Donc c'est une installation qui a été mise en place en 2015 et en fait qui était la première installation de l'entreprise Nénuphar Biogaz, donc le prototype à l'époque. Donc un système très simple, hein. Depuis, et vous voyez à l'écran, il y a eu des adaptations, hein, aussi par rapport aux différentes installations qui ont été mises en place dans d'autres élevages et puis des retours d'expérience qui ont été faits. Donc c'est aussi l'intérêt de faire ces suivis et de capitaliser sur les expériences. Ça permet de faire évoluer les choses et donc par exemple, depuis 2015, sur ces installations, il y a des systèmes de récupération des eaux de pluie qui ont été mis. Les systèmes de flottaison ont été améliorés. Il y a une réserve de gaz qui est plus faible, donc une cloche qui est un petit peu plus aplatie par rapport aux premières réalisations. Et puis, voilà, il y a le lisier sous la poche est brassé assez régulièrement. Donc je vous l'ai dit, ce suivi, il a été fait par la mise en place d'un certain nombre de capteurs. Donc là, vous l'avez sous les yeux. Je vais aller assez vite. On a mis des capteurs de température, que ce soit la température du lisier, la température de l'air extérieur, la température du biogaz, de l'eau chaude, de l'eau froide, etc. On a fait des mesures de composition du biogaz, des mesures de pH, des mesures de consommation d'énergie pour quantifier un petit peu les consommations énergétiques d'un tel procédé. Et donc tout ça, ça nous a permis d'avoir un certain nombre d'informations très précises, quotidiennes, voire hebdomadaires pour certains paramètres. Et ça nous a permis, donc sur 9 mois, là les résultats que je vais vous présenter, c'est sur 9 mois et pas un an, donc avril à décembre 2019. Ça nous a permis de faire un suivi complet du fonctionnement de cette installation. Donc je vous l'ai dit, sur la ferme de Paris-Grignon, donc on est sur un élevage laitier de 200 vaches laitières avec 2 bâtiments, une partie caillebotis, une partie air paillé avec couloir raclé, composé donc de 5 lots expérimentaux. Donc on a 5 fosses à lisier, 5 pré-fosses on va dire à lisier, dans lesquelles sont collectés l'ensemble des lisiers, les eaux blanches, les effluents de la salle de traite, avant d'être envoyés vers la fosse à lisier. Là, je vous ai mis un petit tableau qui vous permet d'avoir une information sur le volume d'intrants total qui a été transféré en 2019, hein, sur la période du suivi, donc ça correspond à 3500 m3, avec une répartition, mais on ne va pas rentrer dans les détails, selon les 5 pré-fosses des 2 bâtiments. Donc le transfert vers le méthaniseur, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce n'est pas quotidien, hein. Le lisier, il est stocké dans les fosses sous les animaux et vous voyez 23 fois dans l'année, donc à peu près tous les 15 jours, un petit peu plus, il y a un transfert d'une quantité qui est faite vers la fosse à lisier extérieure. Ce qu'on a pu observer du coup par la mise en place des différents capteurs, donc là vous avez un premier graphique qui vous montre le suivi de la température de digestion. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que la température du digesteur en fait elle suit quand même pas mal les évolutions de la température extérieure. Alors plus faiblement, c'est-à-dire qu'il y a des plus faibles variations et ça c'est lié en fait à l'inertie thermique du lisier, puisque en plus on est sur une fosse qui est, si mes souvenirs sont bons, enterrée en partie.
Et donc voilà, on a des variations entre 12 et 21 degrés au niveau du lisier, entre avril et décembre. Voilà, ce qui permet d'avoir des informations intéressantes et d'avoir des explications un petit peu sur les productions de biogaz qui ont été observées par la suite. Au niveau de la teneur du méthane, c'était des analyses avec un analyseur biogaz qui ont été faites 2 fois par semaine, si je me souviens bien. Donc on était sur une teneur moyenne en méthane du biogaz de 59,8 %. Le seuil d'inflammabilité du biogaz, donc par rapport à la chaudière qui était mis en place, c'était de 50 %. Donc là, on était à 59,8, un petit peu moins au début, lors de la mise en place du suivi. Mais voilà, globalement, on était sur voilà, 89 % de la période de suivi, on était sur un biogaz qui était valorisable et donc utilisable pour la production d'eau chaude, pour l'atelier de transformation. Au niveau du pH, on a également fait des mesures de pH hebdomadaires avec un pH mètre. Donc là, on n'était pas sur des mesures automatisées, mais sur des mesures manuelles. Et ça nous a permis de vérifier que voilà, on était sur des valeurs de pH qui étaient globalement normales par rapport à un fonctionnement normal d'un digesteur sur des modèles autres. Donc pas de souci à ce niveau-là. Sur le temps de séjour du lisier, donc des différents effluents, sous la poche nénuphar, donc en moyenne, on avait 917 m3 de lisier dans la fosse, donc sous le nénuphar. Je vous l'ai dit, 3 500 m3 apportés en 2019 et donc on était sur un temps de séjour moyen lors du suivi de 95 jours, donc la matière restait, sous le nénuphar 95 jours. Donc là, vous voyez, sur ce type d'installation, sur ce type de procédé, on est quand même bien au-delà de ce qu'on peut voir par rapport à des installations en conditions mésophiles, cogénération, injection, où on est plutôt de l'ordre de 30 à 40 jours de séjour dans le digesteur. Mais en même temps, voilà, on est sur de la température ambiante, on ne chauffe pas, donc on laisse aussi plus de temps, c'est l'intérêt, à la matière d'exprimer son potentiel méthanogène et de capter le biogaz et donc le méthane qui est émis. J'ai pas du tout parlé du fonctionnement de ce procédé avant, mais ce serait peut-être bien que j'en dise 2 mots avant de commenter le graphique. Pour celles et ceux qui connaissent pas forcément le procédé nénuphar, en fait, le procédé nénuphar ne fait que capter le biogaz, donc le méthane qui est naturellement émis aujourd'hui sur tout ouvrage de stockage de lisier, de fumier. Voilà, il y a du méthane qui est émis dans l'atmosphère. Donc là, le procédé, c'est juste une poche flottante, donc qui suit le niveau du lisier dans la fosse, qui récupère le biogaz qui est émis dessous et l'envoie par un surpresseur vers une chaudière pour la production d'eau chaude. Donc aujourd'hui, on est sur un système dont l'objectif est essentiellement l'autoconsommation de l'énergie produite sous forme d'eau chaude. Je sais que l'entreprise en question commence, ils ont peut-être un prototype en place, à réfléchir à de la cogénération, à ajouter un moteur de cogénération dessus. Mais jusqu'à là, on était vraiment sur de l'autoconsommation de l'énergie produite et donc c'est intéressant sur des élevages qui ont des besoins en eau chaude quotidiens et réguliers sur l'année. Typiquement en transformation laitière, comme c'est le cas à Grignon, mais ça peut être aussi le cas en veau de boucherie. Pour reconstituer la buvée des veaux et aussi en élevage de porcs, par exemple, là où on a des besoins en chaleur pour chauffer les bâtiments. Au niveau de la consommation de biogaz, alors une première alerte avec ce système-là, le débitmètre qui était mis en place mesurait le biogaz consommé et non le biogaz produit. En fait, comme on n'est pas sur une installation étanche, on est sur une couverture qui flotte sur le lisier, mais on a des pertes. C'est-à-dire qu'il y a du biogaz qui est produit, mais il y a une certaine quantité qui repart vers l'atmosphère, soit voilà, ça passe sous les boudins, ou alors voilà, il y a un système aussi de soupape de sécurité qui permet, quand il n'y a pas de besoin
en biogaz, au biogaz de s'échapper vers l'atmosphère. Donc on n'est pas sur de la quantification de biogaz produit, ça c'est très difficile à faire sur ce type d'installation, mais on est vraiment sur une quantification du biogaz qui est consommé par la chaudière et donc par l'atelier de transformation. Donc ce que vous voyez à l'écran, c'est globalement, donc on a la température de sortie eau chaude. Donc typiquement, ça vous permet de voir quand est-ce que la chaudière fonctionne et donc quand est-ce qu'il y a des besoins pour la transformation pour la fromagerie. Avec donc des périodes d'arrêt. Je vous ai expliqué ce à quoi ça correspondait. Donc on avait vu qu'au printemps, on avait des petits soucis au niveau de la qualité du biogaz qui sortait, avec une teneur en méthane trop faible et donc une inflammabilité au niveau de la chaudière qui n'était pas possible. En août-septembre, il y a un arrêt de l'atelier, voilà, lié aux congés estivaux, sans doute, et puis associé à ça une panne du surpresseur. Donc c'est pour ça qu'ici on a des chutes de production, etc. Au niveau de la production de la chaleur, là vous avez un graphique qui vous montre un petit peu quand est consommé le biogaz pour produire l'eau chaude pour l'atelier. Donc c'est en orange, le biogaz qui provient du nénuphar. Et puis, suite à l'installation du nénuphar en 2015, il y a la chaudière qui fonctionnait au propane qui a été remplacée par une chaudière par contre, qui peut fonctionner également au gaz naturel. Donc ça, c'était un des changements observés par la mise en place du nénuphar. Et donc, on voit un petit peu la complémentarité entre les deux. Et donc la bonne utilisation du biogaz qui provient du nénuphar pour répondre aux besoins thermiques de l'atelier. Donc vous voyez que 5 mois de l'année, en fait, c'est le biogaz qui provient du nénuphar et donc du lisier et des vaches laitières qui permet de fournir principalement l'énergie pour l'atelier de transformation. Au niveau des consommations électriques, je vais passer très rapidement. Donc je vois une question qui s'affiche en même temps. Donc les animaux sont 100% en bâtiment, si je ne me trompe pas. À Grignon, il n'y a pas de pâturage. Sophie, Les animaux en production, ouais, ne sortent pas. Ouais, voilà, c'est confirmé, merci. Donc au niveau de la consommation électrique, voilà, tout simplement pour vous montrer que voilà, il y avait une consommation électrique de 25 kW par jour. Donc c'est pas anodin, hein, ça permet de faire fonctionner la chaudière, le surpresseur, voilà, un certain nombre d'équipements électriques. Voilà, donc on a pu aussi quantifier un petit peu ces consommations électriques pour le bilan économique derrière. Au niveau du rendement de la méthanisation, donc au niveau de la production de biogaz, on était un peu moins de 3 normomètres cubes de biogaz par mètre cube de lisier dans la fosse. Donc en méthane, on était à 1,80. Et on a fait un petit calcul pour regarder un petit peu la part du potentiel méthanogène exprimé pour cette installation. Donc c'est relativement faible, hein, c'est clair, on est à 11%. Après, voilà, on est sur... ces 11% permettent quand même de produire de l'énergie pour l'atelier de transformation. Après, là, on est sur un système où le lisier est quand même stocké dans des fosses sous caillebotis pendant un certain temps avant de transiter par le lisier. Donc, on est aussi sur un fumier qui n'est pas complètement frais. Donc voilà, c'est autant d'éléments qui peuvent expliquer un petit peu cette valeur qu'on a. Mais en tout cas, voilà, c'était intéressant à travers ce suivi de pouvoir quantifier ça et de le mettre en évidence. Au niveau du temps de travail lié à la méthanisation, donc sur cette installation, on était à 10 minutes par jour, donc en moyenne, hein, bien sûr, peut-être 2-3 fois par an, on était sur des temps de travail de peut-être 1h30, 2 heures, si pépin il y avait. Au niveau du transfert des intrants, donc je vous avais mis 23 transferts par an. En moyenne, c'est 2 petites heures par transfert, histoire de régler les pompes, les démarrer, les arrêter, amener les tuyaux, etc. Et au niveau de l'entretien de l'installation, on est à voilà, 4 heures par an
voilà, il y a peu d'entretien, on va dire, sur ce type d'installation. Donc globalement, un temps de travail relativement faible, hein, lié aussi voilà, à une installation qui est très autonome, très simple de fonctionnement, etc. Au niveau des investissements, donc là, voilà, prendre aussi avec des pincettes, hein. On était sur un prototype, on était sur un premier équipement de ce constructeur. Donc à l'époque, on était sur un investissement total de 120 000 € avec une subvention de 50%, donc un investissement avec les subventions de 60 000 €. Il y avait une question sur les subventions tout à l'heure. Voilà, aujourd'hui, des niveaux de subvention de 50%, il n'en existe plus en méthanisation, hein. Donc voilà, ça change tous les ans, c'est toujours pareil quand il y a une nouveauté, il y a pas mal de subventions et puis quand les outils, quand les équipements se développent, bah, forcément les subventions diminuent, et cetera. Mais malgré tout, voilà, c'est important de le prendre en compte. C'est intéressant, de voir le niveau de subvention qu'il y avait à l'époque. Aujourd'hui, on serait aussi sans doute sur des investissements moins coûteux puisque, on est sur, voilà, un certain nombre d'installations qui tournent, qui fonctionnent techniquement et donc sans doute des économies qui ont été réalisées sur différents postes. On avait fait, un petit peu un bilan des charges liées, à cet, atelier. Donc on avait des charges liées à l'électricité pour, voilà, le fonctionnement de la chaudière, le surpresseur, les différents équipements annexes, les brasseurs et cetera. Le coût lié à l'utilisation du gaz naturel, puisque je vous ai dit qu'il y avait une complémentarité entre le biogaz et le gaz naturel et puis, un coût qui a été estimé par rapport au nombre d'heures de main-d'œuvre, qui a été, quantifié à l'année. Donc on est sur un total de charge d'un minimum de 6 800 € par an. Puissance de la chaudière, si je ne me trompe pas, on doit être à 40 kilowatts. Je crois. Je laisserai, Sophie, confirmer si c'est ça, mais autrement, bon, je renverrai l'information. Voilà, pour répondre à la question. Au niveau des produits, donc ce qu'on a quantifié, c'est l'économie en propane puisque, ce que je vous avais dit, c'est que suite à la mise en place du nénuphar en 2015, la chaudière a été remplacée et donc on est passé à une chaudière, propane, une chaudière qui fonctionne au biogaz et au gaz naturel, avec du coup derrière des économies en propane. Voilà, le coût du propane, au moment où on a fait le suivi, était à 1,75 €. La consommation avant la méthanisation, on était à 15 000 kg par an. Suite à la mise en place de l'installation, on est descendu à moitié moins, quasiment, et donc avec une économie annuelle en propane, voilà, un simple calcul de 14 000 € par an. Ce qui nous amène, à ce résultat, de BE de maximum 7 600 € par an et donc un temps de retour sur investissement minimum de, 16 ans sans subvention et 8 ans avec subvention. Voilà. Je suis allé très vite, mais bon, l'idée, c'est pas non plus de rentrer complètement dans les détails, c'était de vous montrer vraiment ce qui a été fait dans le cadre de ce projet. Je pourrais vous communiquer, les éléments, du suivi qui a été réalisé sur l'installation en Indre-et-Loire, hein. On a publié des éléments, dans différents documents, donc ça, c'est pas un souci. Bien évidemment, donc là, c'est une installation en particulier. Ce qui nous intéressait, c'était vraiment de capitaliser l'expérience de Paris-Grignon et de valoriser un petit peu les suivis qui avaient été faits depuis 2015 et de les compléter. Mais on a également fait, pour ce qui est du nénuphar, d'autres suivis dans le cadre de projets, financés par l'ADEME, notamment en Bretagne, sur un certain nombre d'installations qui fonctionnent en veau de boucherie et en porc. Et donc ça a permis de consolider, un petit peu les références technico-économiques sur le sujet. Voilà, je vous remercie de votre attention et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci François pour cette présentation très complète, rapide, mais quand même complète de ce qui a été fait à Grignon. Alors, j'ai vu que tu avais répondu aux questions un peu au fil de l'eau qui apparaissaient dans le chat. Alors, il y a une précision qui est apportée par Guillaume Antoine.
disant que les couvertures nénuphars, elles sont actuellement de l'ordre de 160 000 €. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions avant de passer à la suite, n'hésitez pas. Alors, par rapport à cette remarque, alors de toute façon, c'est comme tout, hein, ça a tendance à augmenter, aussi, hein, le coût des matériaux et cetera, l'inflation, enfin voilà, je vais pas vous expliquer tout ça. Après ça dépend, surtout aussi de la taille de l'installation. Là, à Paris-Grignon, je me souviens plus du diamètre de la fosse, mais on était sur une installation quand même assez conséquente. C'était une fosse de 10 mètres, peut-être? Je sais pas, elle fait 1400 m3. Donc on Ouais, ça était, fait bien, on bien était faire une dizaine de sur mètres de une large. Oui. couverture de taille importante. J'ai en tête, un suivi qu'on a fait à la station expérimentale Vaude-Boucherie Heureux, où on était, sur une toute petite couverture, hein, avec une fosse, sans doute, 3 fois moins grande, si ce n'est plus. Là, on dépassait pas les 80 000 € d'investissement, et c'est une installation qui a été mise en place, en 2019, donc assez récemment, mine de rien. Donc, ouais, les 160 000 € sans doute qu'on les atteint pour pas mal de projets et sur des fosses, relativement importantes. Mais on peut descendre en dessous des 100 000 €, sur des installations de plus petite taille, hein. Alors après, il y a effectivement des investissements, avec des coûts, incompressibles et sur lesquels on peut pas faire d'économie d'échelle, hein. Tout ce qui est, surpresseur, brasseur et cetera, tuyauterie, débitmètre, voilà, qu'on soit sur des grosses couvertures ou des couvertures un peu moins importantes, voilà, c'est des coûts qui sont là. Mais voilà. En tout cas, effectivement, sur un certain nombre de choses, ça a tendance à augmenter. Alors, 7,5 mètres chaudière, 120 kg. Oui, effectivement. ouais. Merci. Oui, voilà. Et je sais aussi que maintenant, effectivement, il y a des brasseurs qui sont mis, s'il n'y en a pas déjà, et Ouais. il y a un retour aussi de chauffage. En fait, il y a un minimum de chauffage qui revient. Alors, ça dépend sur Ouais. des systèmes, par exemple, avec cogénération ou des choses comme ça. Donc là, ce qui peut expliquer aussi le surcoût, entre Complètement. guillemets, par rapport aux 120 000 Complètement. Pour compléter, ce que tu viens de dire, Sophie, donc là, on était sur un prototype, on est vraiment sur la situation la plus simple, possible. C'est-à-dire qu'on brasse pas, on est vraiment sur la couverture et puis, et point. 120 000 €, OK. C'est vrai que depuis, et donc c'est un peu ce que je disais avant, il y a des ajustements qui ont été faits, des adaptations, donc notamment maintenant ils brassent dans les fosses, donc il y a le coût d'un brasseur à mettre. Chose qu'ils ne faisaient pas avant. Là maintenant, j'ai l'impression que systématiquement, ils équipent quand même un petit peu en capteur à l'installation, pour avoir des informations sur la température, sur la quantité de biogaz. Donc voilà, le coût d'un débitmètre, c'est pareil, c'est plusieurs milliers d'euros et cetera. Donc il y a tout un panel d'équipements qui n'étaient pas mis en place, initialement, qui sont arrivés et qui permettent, d'expliquer aussi les évolutions, de coûts. Mais ouais, OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à ce suivi? Si ce n'est pas le cas, Sophie, je propose de te laisser la parole, pour la dernière partie de ce webinaire sur donc les modélisations qui ont été réalisées pour montrer l'intérêt pour explorer l'intérêt de la méthanisation agricole. Ouais, super, on voit bien. Je pense qu'il faut que tu... Ouais. Voilà, donc je remets mon micro, c'est mieux. Donc je vais poursuivre en effet sur le dernier volet de NR2, qui consistait en l'exploration de l'intérêt de la méthanisation pour une exploitation agricole, mais avec une approche par modélisation. Donc moi, je suis Sophie Carton, je travaille à la ferme expérimentale d'AgroParisTech à Grignon, donc on a installé en effet le nénuphar. Et dans le cadre plus largement d'un programme structurant de recherche et développement qui s'appelle Grignon Énergie Positive. Et disons, pour être un peu plus explicite, je travaille sur des projets de recherche appliquée développement qui lient agriculture, environnement, innovation, quoi.
Alors, dans ce cadre-là, du coup, et dans le cadre de NR2, on a étudié l'intérêt d'un outil de modélisation et d'aide à la décision qui s'appelle Perfagro P3, qui est développé depuis de longues années, mais sur lequel on a rajouté un module méthanisation. Et ça nous a paru être un volet complémentaire assez utile à ENR2, puisque là, on a vu donc un outil d'aide à la décision sur voilà, la production d'énergie à la ferme, donc développé dans le cadre de NR2, l'étude d'unités, de petites unités de méthanisation. Et puis, bon, il s'agissait là de regarder, d'explorer encore plus avant la question de la méthanisation agricole, mais sous l'angle, du coup, plutôt de ce que ça pouvait changer en termes de fonctionnement de systèmes d'exploitation agricole. Alors, je n'arrive pas à passer ma diapo. Donc là, le constat, en fait, à la base, l'idée à la base, c'était s'appuyer sur le constat du développement important de la méthanisation agricole, du développement d'expertise et d'offres d'accompagnement diverses et variées, de développement d'outils dont, du coup, François vous a fait au moins l'exposé d'un outil donc développé dans ENR2, mais il existe pas mal de guides et d'autres outils informatiques autres que celui développé dans ENR2 sur l'évaluation technico-économique, l'impact environnemental des unités de méthanisation. Et puis, on constate aussi quand même que la méthanisation agricole, quand c'est une unité de méthanisation un peu plus grosse que celle de, par exemple, Nénuphar, qui occasionne déjà quand même des changements de fonctionnement au niveau de la ferme, puisqu'il y a un peu de temps de travail, d'investissement quand même de l'exploitant, bien sûr. Mais au-delà de ça, lorsque la méthanisation induit, par exemple, la production de cives sur la ferme ou de la mobilisation de résidus de culture, par exemple, et puis, en tout cas, le traitement des flux en élevage, on a des changements de système agricole induits qui peuvent être relativement importants. Et donc la question qui se pose, c'est quels sont les impacts de tous ces changements sur le fonctionnement et la performance globale du système ferme. Et puis, donc la question qu'on s'est posée, c'est comment est-ce que la modélisation et la programmation linéaire, puisque c'était un peu le cœur un peu de compétences de l'équipe, pouvaient nous aider à y voir plus clair. Donc ça, c'est simplement 2 illustrations de changement de système ou de changement important de flux à l'échelle de l'exploitation agricole, voire un peu au-delà. Donc, en haut à droite, vous avez un changement de système de culture, donc avec l'introduction de cives dans les assolements, donc qui peuvent impliquer quand même des changements de gestion de l'assolement, tout simplement, d'itinéraires techniques, etc. Et puis en bas, vous avez une illustration de changement de flux de matière à l'échelle même d'un territoire impliqué ou induit par la méthanisation, avec un changement de flux que vous voyez entre la luzerne, la pulpe de betterave, dans le territoire du nord de l'Aube, où on a finalement l'unité de méthanisation qui change complètement le cours des flèches. Là. Voilà, donc c'est ce genre de flux et de changement de système qu'on cherche à appréhender, et puis pour aider à la décision les agriculteurs, les éleveurs qui veulent mettre en place une unité de méthanisation. Alors pour ça, en fait, on a à disposition un outil qui s'appelle Perfagro P3. C'est un outil d'aide à la décision qui a été développé depuis le début des années 2000, qui permet de tester la pertinence d'orientation stratégique pour les exploitations agricoles. C'est un outil qui est développé par le CEREOPA, qui est le Centre d'études et de recherche sur l'économie et l'organisation des productions animales, et qui est testé par le CEREOPA et AgroParisTech. Donc moi, je fais partie du coup d'AgroParisTech. Voilà, donc je disais début des années 2000, en fait c'est milieu des années 2000, donc 2006 environ, où on a commencé à développer Perfagro. Alors, c'est un outil qui permet, donc, outre de modéliser, en plus de la modélisation de l'exploitation agricole, d'évaluer les performances de l'exploitation agricole modélisée à travers 3 enjeux, donc les 3 P, Perfagro P3, donc les 3 P. La performance économique, qui est évaluée à travers une sorte d'EBE, on appelle ça la marge Perfagro, c'est un EBE simplifié, toutes ses composantes. La performance environnementale qui est évaluée à travers un nombre d'indicateurs réduit, mais quand même des indicateurs, donc bilan gaz à effet de serre,
émissions d'ammoniac, indice de fréquence de traitement, consommation d'énergie primaire fossile, et puis la performance nourricière, évaluée à travers le potentiel nourricier, qu'on retrouve également calculé dans d'autres outils d'évaluation du type CAP2ER, etc. C'est un indicateur qui, à la base, était développé par le Céréopa. Bon, il y a aussi d'autres indicateurs qui sont calculés, type temps de travail, etc. Je vous ai fait une petite sélection des indicateurs principaux ici. Alors, à quoi sert, c'est quoi exactement quand je dis donc un outil de modélisation, d'aide à la décision, etc., d'optimisation, de quoi je parle exactement? Je vous fais une petite explication de ce dont je parle. C'est un outil qui est basé donc sur l'analyse de la compétitivité relative de différentes options stratégiques pour l'exploitation, options techniques. Bon, d'habitude, quand on a un raisonnement d'optimisation classique pour un agriculteur, bon, par exemple un agriculteur qui peut, sur une surface donnée, disons de 100 hectares, cultiver du blé ou du maïs, il a un blé qui a une marge de 250 € à l'hectare, un maïs à 200 € à l'hectare. Et donc, s'il fait du blé sur la surface de 100 hectares, il a une marge de 25 000 par an. S'il fait du maïs, une marge de 20 000 par an. Donc, voilà, son raisonnement d'optimisation va finalement aboutir à aller chercher la culture qui lui permet de dégager la marge la plus importante. Et donc, il va s'orienter vers du blé. Donc ça, c'est un raisonnement d'optimisation classique, simpliste, comme si l'agriculture était aussi simple. Ça se saurait certainement. Et donc, en effet, je n'arrive pas à avancer encore. Ah voilà, ce n'est bien sûr pas si simple, puisque dans une exploitation, on a bien sûr la marge qui est associée à chaque culture. Elle dépend de la nature et du prix des intrants utilisés. Et ces intrants dépendent donc de la nature et de la taille des cheptels ou éventuellement de l'unité de méthanisation présent sur ou autour de l'exploitation, qui vont donc, par exemple, une méthanisation produire du digestat disponible pour la ferme. Donc voilà, la marge va dépendre du coût de ce digestat, du coût d'épandage, etc. Les cultures, voilà, en fait, il y a un temps de retour de la culture minimum donc, sur une même surface, donc on ne peut pas juste dire je vais faire du blé et puis c'est tout. Bien sûr, il y a des précédents, des suivants, les surfaces ont des potentiels agronomiques différenciés, et puis ensuite, on peut aussi se poser la question du devenir de la culture. Est-ce qu'elle est vendue? Est-ce qu'elle est utilisée pour l'alimentation des animaux, ou encore est-ce qu'elle est utilisée pour l'alimentation du méthaniseur? Donc, en fait, le raisonnement d'optimisation peut bigrement se complexifier en présence ou absence d'élevage et en présence ou absence de méthaniseurs et de différentes filières de valorisation. Donc voilà d'où l'intérêt de l'outil qui est aujourd'hui structuré de cette façon-là, on peut la présenter sur la diapo. En fait, on caractérise 3 grands ateliers dans cet outil. Donc un atelier végétal avec des surfaces cultivées qui sont caractérisées en termes de surface par culture, d'ensemble d'intrants disponibles avec des minimums et des maximums qu'on peut acheter. On a également donc un module animal, des bovins laits, des bovins viande ou des porcins. Pour l'instant, on n'a pas d'autres ateliers que ces 3-là. Et puis, donc on a des effectifs minimum et maximum, des caractéristiques zootechniques pour les animaux et une capacité du système à acheter plus ou moins d'animaux, d'intrants pour ces animaux. Et puis, on a également donc introduit, à l'occasion du projet ENR2, disons en parallèle, un méthaniseur, en fait, donc un module méthanisation, avec des caractéristiques de fonctionnement du méthaniseur et une disponibilité en intrants pour le méthaniseur. Et évidemment, ces 3 grands types d'ateliers ont des interactions entre eux sous la forme de flux, en fait, des flux de digestat du méthaniseur vers les surfaces cultivées, des fluents vers des animaux vers le méthaniseur et éventuellement vers les surfaces cultivées, de produits végétaux qui peuvent alimenter le méthaniseur ou les animaux. Et puis, on a un contexte global qui définit des prix d'achat de différents intrants et des prix de vente de différents produits. Voilà, donc tout ça, c'est modélisé dans Perfagro P3.
Alors l'idée dans ENR2, c'était de, une fois qu'on avait installé ce module méthanisation dans l'outil Perfagro P3, donc outil qui, vous l'avez vu, je vous l'ai dit au tout départ, est développé depuis un grand nombre d'années, mais on ne l'avait pas encore testé avec la méthanisation. Donc l'idée dans le cadre de ENR2, c'était de tester l'intérêt de cet outil agrémenté de ce module méthanisation. Et donc pour ce faire, en fait, on a défini 5 fermes. Donc, en fait, 4 cas types en fait, de fermes et un cas dérivé d'un cas dérivé. Donc, c'est des fermes qui sont basées sur des cas réels. En fait, on est allé chercher des exploitants qui voulaient bien nous décrire leur exploitation pour pouvoir les modéliser avec en détail dans l'outil Perfagro P3. Du coup, on est dépendant des exploitants qui nous ont répondu, donc avec une variabilité toute relative entre les différents cas. Et donc, on a décidé du coup de faire un cas dérivé, le cas des primes, la ferme des primes tout en bas à gauche, qui est une ferme avec un peu plus petite et puis un méthaniseur un peu plus petit. Voilà, donc c'est toutes des fermes bien sûr laitières, polyculture, élevage laitier, avec des méthaniseurs, donc pour la plupart, il y a trois méthaniseurs en injection, dont un en biogaz porté, et puis un méthaniseur collectif en cogénération et un méthaniseur en cogénération, mais autonome. Et sur ces 5 cas de ferme, on a appliqué des scénarios de variation du contexte réglementaire et du contexte de disponibilité de matières premières à l'extérieur. Donc, par exemple, on a joué, entre guillemets, à interdire des cultures principales dans le méthaniseur, interdire du maïs cive, considérer que les substrats extérieurs étaient indisponibles pour un des cas, par exemple. Donc, ça nous a défini, en fait, 6 cas en tout, 6 scénarios, sachant que le cas 0, c'est un scénario sans méthaniseur. Et tous les cas de 1 à 5 sont des cas avec méthaniseur. Et puis, l'étape d'après, ça a été, sur chacun de ces scénarios, d'étudier les impacts sur le fonctionnement des systèmes. Donc là, simplement, l'impact de l'insertion de la méthanisation, donc l'intégration d'unités de méthanisation sur le fonctionnement du système de façon générale, donc sans appliquer de contraintes supplémentaires, c'est-à-dire hors scénario 2, 3, 4, 5. Donc là, je parle uniquement du scénario 1. On a des réactions ou des changements de fonctionnement du système un peu contrastés en fonction des types de fermes, avec une modification de l'allocation des surfaces qui est légèrement différente selon les fermes et selon les contraintes qui sont du coup définies dans chacune des fermes. Ça va de la disparition de certaines cultures, par exemple le colza dans le cas de la ferme A, jusqu'à pas de changement du tout de surface dans le cas de la ferme D, puisqu'en fait on est sur un système de méthanisation qui a recours uniquement à des fumiers et des lisiers et des coproduits extérieurs, et pas du tout il n'y a pas du tout de recours à de la production de cives ou des résidus de culture dans le cas de la ferme D. Alors, juste petite note, c'est que dans le cas de la ferme D', qui est une ferme qui est un peu plus, disons, plus petite que la ferme D, et avec une unité de méthanisation en totale autonomie, la méthanisation est incompatible avec le cadre de contraintes définies, c'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à faire de méthaniseur dans le cadre de la ferme D'. Donc voilà, et puis vous avez dans ce tableau également la description très synthétique, je n'ai pas trop le temps de passer en détail, des substrats méthanisés dans les différentes fermes. Et en fait, on peut voir que dans certains cas, donc ABC, on a des lisiers, des fumiers, et puis des cives et des résidus de culture. Dans la ferme D, on a des lisiers, des fumiers, des coproduits, des déchets agro-industriels. Et puis, il y a un des cas, c'est-à-dire la ferme, si je ne me trompe pas, c'est la ferme A, où il n'y a pas du tout de coproduits dans le méthaniseur, alors que B, C et D, il y a des coproduits, donc extérieurs. Alors, cette étude nous a produit quelques résultats que je synthétise ici. Alors, c'est un peu bavard comme diapo, mais je vais essayer de passer ça rapidement. Donc déjà, il y avait le cas de cette ferme D', qui est une ferme du coup hypothétique, dérivée de la ferme D, où on avait une unité de méthanisation autonome, sans
pas collective, je veux dire, en tout cas individuelle, pardon, c'est plutôt qu'autonome, qui était incompatible avec le cadre de contrainte de l'exploitation. Il y avait pas assez de coproduits extérieurs et pas assez d'effluents d'élevage et de culture de cives et de culture principale disponibles pour pouvoir alimenter le méthaniseur. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le deuxième enseignement en termes d'autonomie énergétique et de changement climatique, c'est que dans tous les cas où on pouvait mettre de la méthanisation, on avait une amélioration forte du bilan énergétique, c'est-à-dire production moins consommation, donc une production relativement conséquente. Dans 3 cas sur 4, ce bilan énergétique est positif. Dans le dernier cas, en fait, on a une baisse très significative du bilan. Donc, on a une production qui est quand même très importante, mais on n'arrive pas à un bilan énergétique positif. Et quand on tient compte des émissions de gaz à effet de serre qui sont évitées par soit la substitution du gaz de ville par du biogaz ou bien par la production de chaleur dans le cadre de la ferme D avec le projet de méthanisation, avec la méthanisation collective, on baisse significativement les émissions de gaz à effet de serre du système. Donc si on impute finalement ces émissions de gaz à effet de serre évitées au système exploitation agricole plus méthaniseur. Ensuite, ça nous a permis aussi de regarder un peu la question de la concurrence alimentation-énergie, puisqu'on a calculé le nombre de personnes nourries par les fermes. On a vu que c'était relativement stable, à quelques pourcentages près, dans 3 cas sur 4, avec l'introduction du méthaniseur. Et dans certains scénarios, on observe, donc ça c'est juste introduction du méthaniseur sans contrainte particulière sur les coproduits extérieurs et la production de cives. Mais par contre, dans certains scénarios, il y a une augmentation de la surface des cultures énergétiques, une augmentation de la dépendance aux engrais de synthèse. Donc en fait, ça dépend des cas. Mais on n'est pas sur une concurrence, alimentation-énergie systématique. Sur la viabilité économique, on a dans le scénario 1, donc simplement introduction de la méthanisation dans le contexte actuel qui est en réalité le contexte de 2020, donc prix de rachat 2020. C'était viable économiquement dans tous les cas, donc sauf pour la ferme des primes puisque ça ne sortait pas. Et après, selon les scénarios et donc les contraintes qu'on met sur la possibilité d'alimenter le méthaniseur en cive ou en culture principale, la marge permet plus ou moins d'amortir les amortissements. Les contraintes sur les coproduits extérieurs font que c'est pas viable pour la ferme D, qui est très très dépendante des coproduits extérieurs. Et quand on met des contraintes à la fois sur les coproduits extérieurs et sur la possibilité d'alimenter le méthaniseur avec un petit peu de culture principale, on réduit finalement la flexibilité ou la capacité d'adaptation de certaines fermes et donc la viabilité économique. Alors en conclusion, avec cet outil-là, on a pu du coup un petit peu explorer une approche systémique qui permet de prendre en compte les changements qui sont induits par la méthanisation sur le système agricole et puis de calculer précisément les impacts de ces changements. On a pu voir que les stratégies des fermes et leurs performances sont contrastées. On a pu voir que les différentes fermes ont une contribution qui est différenciée à la stratégie nationale de production d'énergie renouvelable, d'augmentation de l'indépendance énergétique et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, même si globalement tout va dans le bon sens. Alors, on enfonce un peu une porte ouverte en disant qu'il n'y a pas de méthanisation agricole unique et identique pour tous les cadres de contraintes d'exploitation, mais ce qui est intéressant ici, c'est de voir qu'il y a un outil qui nous permet justement de voir en quoi, dans une ferme donnée, quelles sont les spécificités d'une ferme donnée, qui sont les points d'alerte dans cette ferme, comment est-ce qu'il va falloir, raisonner stratégiquement l'unité de méthanisation compte tenu du cadre de contraintes spécifiques de l'exploitation. On a pu aussi, grâce à cette étude, tester la capacité d'adaptation des systèmes à différents scénarios, donc approcher un peu le concept un peu de résilience de l'exploitation face à différents scénarios de stress, alors là, réglementaire, disponibilité de matières premières, etc., donc disponibilité de substrats. Et puis on a aussi pu mettre en évidence des complémentarités, des concurrences entre les productions,
anticiper éventuellement des tensions sur des surfaces ou des ressources. Il y a un des cas de ferme, par exemple, où la méthanisation s'accompagne de la mobilisation de stocks importantes. Donc c'est vrai que dans un contexte de changement climatique, c'est plutôt un point d'alerte, une mobilisation de stocks qui était auparavant destinée à faire face à des aléas climatiques. Dans une situation où il y a un méthaniseur à alimenter en plus de l'élevage, ça peut être problématique. Voilà, donc c'est une approche qui est parue intéressante pour anticiper tout ça et qui aujourd'hui, donc dans le cadre de NR2 et même encore aujourd'hui, appliquée aujourd'hui à l'échelle de la ferme, et ça peut être intéressant de réfléchir à comment est-ce qu'on peut l'appliquer aussi à l'échelle d'un territoire, parce que c'est évidemment des flux via la mobilisation aux produits extérieurs. La méthanisation a des implications sur les changements de flux à l'échelle d'un territoire. Voilà, j'en ai fini. C'était un peu rapide, mais je suis tout à fait disposée à répondre à vos questions si vous en avez. Merci beaucoup, Sophie, pour cette présentation. Alors, il nous reste quelques minutes pour des questions, donc vraiment, n'hésitez pas. Pour l'instant. On n'avait pas de mon côté non plus. Alors, s'il n'y a vraiment pas d'autres questions, ou si jamais des questions vous viennent peut-être un peu décalées de cette réunion, j'imagine qu'on pourra vous les adresser par mail. Enfin, vous pouvez... Ah, je vois une main qui s'élève. Oui, bonjour. Guillaume Bonjour. Antoine, du réseau Invitation à la ferme. J'ai une question sur les subventions, sur les micro-méthanisations. On en a déjà parlé. Mais est-ce qu'il y a aussi d'autres... est-ce que l'ADEME finance des projets individuels ou de plus petits que ceux sur le fonds chaleur ou sur les grosses méta? J'ai pas à jour les subventions de l'ADEME sur le sujet en tête. Donc, je voudrais pas vous dire de Moi non bêtises. plus. Et moi non plus. Je peux éventuellement répondre à l'interprofession Occitanie. Effectivement, il y a eu des financements de l'ADEME. Là, pour l'instant, je ne sais pas, mais il y a des financements de la région. Donc, dans certaines régions, il peut y avoir les deux ou voilà, ou un. Et par contre, je ne peux pas vous dire à quelle hauteur je vais les rencontrer. Ok, merci. Dans ce cas, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose de s'arrêter là. Il est 15h30, c'est le temps qu'on avait défini. Je tiens à vous remercier particulièrement François Gervais et Sophie Carton pour votre participation à ce webinaire. Je remercie aussi tous les gens qui se sont inscrits et qui ont pu profiter de ces informations. Alors, donc, comme je le disais, ce webinaire sera disponible en replay, donc je vous ferai parvenir le lien dès qu'il sera prêt. Et si jamais des questions vous viennent, ce que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous les envoyer et on pourra y répondre a posteriori sans trop de problèmes. Et je pense aussi qu'on pourra, enfin, je parle sous votre contrôle, François et Sophie, mais vous partager les diapositives qui contenaient pas mal d'informations, donc qui peuvent être vraiment utiles à chacun des participants. Voilà. Tout à fait. Ok, parfait, merci beaucoup. Et bien dans ce cas, encore merci, et puis à bientôt, je vois, ouais. À bientôt, et puis bonne après-midi. Merci, bonne bon après-midi. Bon après-midi. Merci.